Et je vous propose de rester peut-être dans les premiers rangs, puisqu'on va maintenant passer à la table ronde sur l'appropriation par les acteurs des nouvelles dispositions de la loi. Et donc, alors effectivement, l'objectif, c'est de faire peut-être un premier tour de table et de demander à chacune quel est un petit peu votre ressenti. Est-ce que votre quotidien a évolué depuis l'entrée en vigueur de cette loi? Est-ce que les demandes des patients ont évolué? Donc peut-être commencer par le docteur Valérie Huomer. Donc qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et peut-être aussi, puisqu'on a vu, je voulais lui poser la question au docteur Michneau, elle précisait donc que par exemple la sédation profonde et continue pouvait être mise en place à l'hôpital, mais aussi au domicile. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez ou est-ce que c'est quelque chose qui reste difficile? Est-ce que les patients vous parlent de cette loi? Je vous laisse nous dire ce qu'il en est en quelques minutes. C'est bon, j'appuie sur rien. Ouais. Donc merci de me donner la parole. Je remplace au pied levé le cadre du secteur palliatif, puisque sur la Châdet-Croix-Saint-Simon, on a un secteur qui est dédié aux soins palliatifs sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et effectivement, donc, depuis la parution de la loi en 2006, moi j'étais 2016, pardon, j'étais sur une autre structure, mais effectivement on a beaucoup débriefé par rapport à l'apparition de cette loi. Sur la problématique du domicile, en tous les cas, il y a eu beaucoup de recrudescence de demandes et je pense que toutes les unités, à mon avis, ont le même ressenti par rapport au début 2016. Avant même que la loi ne sorte, quand elle a été discutée, les gens, effectivement, il y a eu beaucoup de demandes de sédation profonde et continue, qui étaient parfois effectivement des demandes un petit peu déguisées ou à peine déguisées, effectivement, des demandes d'euthanasie, donc qui ont été effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, accueillies, respectées, entendues. Et souvent qui n'ont effectivement pas abouti, en tous les cas, à cette demande-là. La problématique, effectivement, du domicile que j'ai découvert depuis un an, c'est comment, effectivement, pratiquer une sédation profonde et continue dans un domicile où en HAD, effectivement, les soignants passent 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour, et c'est un grand maximum. On va passer 1 heure, 2 heures le matin avec le patient. Voilà, c'est déjà d'entendre effectivement cette demande. Alors quand on est dans une unité de soins palliatifs, c'est simple parce qu'on voit, enfin c'est simple, c'est pas beaucoup plus simple, mais on voit effectivement le patient plusieurs fois dans la journée, on rencontre la famille, on est là tout le temps en fait. Tandis qu'au domicile, en fait, on reçoit cette parole, on l'entend et on repart. Et en fait, on laisse effectivement le patient avec cette réflexion, l'entourage avec les difficultés effectivement de la situation au quotidien. On revient le lendemain, on en rediscute. Et effectivement, ça a aussi une certaine richesse parce que ça permet aussi aux patients de mûrir cette réflexion. Et en fait, on n'a jamais fait de sédation profonde et continue au domicile tel que le définit la loi. Parce qu'effectivement, induire une sédation au domicile, c'est aussi s'assurer de la qualité de la sédation, de la surveillance de la sédation pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Et l'hospitalisation domicile, c'est pas comme à l'hôpital, il n'y a pas un soignant 24 heures sur 24, il n'y a pas un médecin 24 heures sur 24. Donc en fait, pour permettre effectivement d'accéder à de telles demandes quand effectivement elle est justifiée, le meilleur endroit, en tous les cas pour nous, c'est comme ça qu'on l'a défini, enfin pas pour nous, mais pour les patients, parce que c'est effectivement d'adresser ce patient en unité de soins palliatifs. Je pense que c'est le meilleur endroit en tous les cas où effectivement la parole peut être entendue à nouveau. Et souvent, effectivement, je pense que les demandes de sédation sont souvent levées finalement après un accueil, comme ça peut être fait souvent en unité de soins palliatifs. Voilà. Alors nous, ce qui est important effectivement à domicile, c'est d'entendre cette demande-là, de voir si effectivement elle est réitérée, parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée chez un patient qui avait notamment une ESLA, qui m'a demandé, la première chose qu'il m'a dit, je veux mourir. Voilà, je ne le connaissais pas d'avant, il est ventilé la nuit uniquement, un patient qui est jeune, et il m'a dit, la première chose, je veux mourir. 10 minutes après, il me parlait de son anniversaire, de ses 50 ans l'année d'après. Voilà, donc ce qui est important, c'est effectivement d'entendre et de voir si effectivement si toutes les caractéristiques sont retenues et si la demande est réitérée pour les patients. Quand on a des situations complexes comme celle-ci où le patient n'est pas transportable, il arrive souvent, parce que des patients sont souvent connus par des réseaux, par leurs médecins traitants, donc de faire effectivement des visites communes, et c'est toute l'importance du travail avec différentes structures et de faire des visites avec les médecins du réseau et d'avoir chacun une écoute différente parce qu'on connaît le malade différemment et de se baser, comme le disait effectivement Bernard Devalois tout à l'heure, sur la grande importance effectivement du binôme infirmière et aide-soignante qui intervient pour nous sur ces situations complexes en binôme tous les jours chez les patients, et effectivement de recueillir leurs paroles. Et après effectivement aussi ce qui est important on parlait ce matin de groupe de parole et de soutien effectivement aux soignants.
Chez nous, les soignants sont confrontés quotidiennement avec un médecin qui est un petit peu en recul, hein, puisqu'on ne va pas tous les jours au domicile, et de pouvoir effectivement accueillir aussi le témoignage et la souffrance de nos soignants qui sont exposés de plein fouet, en tous les cas, à ces demandes-là, dans un domicile qui est toute l'intimité, et on n'a pas cette notion, effectivement, à l'hôpital, on est vraiment dans l'intimité de situations très complexes à la maison, avec effectivement un entourage, des enfants qui sont là tout le temps, ou parfois des solitudes extrêmes. Donc ces patients-là qu'on ne sédate pas à domicile, ça c'est bien clair. Mais effectivement, voilà, cette difficulté où les soignants sont de plus en plus rentrent dans l'intime, hein, un intime qui est encore plus profond, je pense, encore qu'à l'hôpital, et qui effectivement les met parfois en grande difficulté par rapport à des demandes où ils ne savent pas vraiment comment les recevoir. Donc voilà, la loi avait été, quand elle a évolué l'année dernière, a été discutée en équipe, voilà, expliquée aux soignants. Et puis il y a eu de l'information effectivement par rapport aux directives anticipées, donc ça on peut en parler, mais je trouve qu'en tout cas ça n'a pas changé grand-chose, il ne faut pas se leurrer. Les personnes de confiance, c'est tout aussi compliqué, les gens remplissent une feuille sans vraiment savoir ce que c'est. Même si effectivement les explications sont données, mais effectivement ce qui était dit ce matin sur le très beau témoignage, mais qu'elle n'est plus là, de Catherine Olivet, qui était effectivement magnifique sur effectivement voilà ce qu'était une personne de confiance. Et quand on entend comme ça, je crois qu'il faudrait effectivement pouvoir le témoigner auprès de nos patients. Et je pense qu'ils comprendraient peut-être mieux effectivement à quoi sert une personne de confiance plutôt qu'une feuille qu'on remplit parce que c'est obligatoire, parce qu'il faut le remplir dans le dossier. Et on a coché qu'on l'avait fait en fait. Donc voilà, en tous les cas, le domicile n'est pas un bon lieu, je pense, pour une sédation profonde et continue. Ça, moi, j'en suis persuadée. Je pense qu'on est plusieurs à en discuter au niveau HAD, puisqu'il y a des groupes, effectivement, qui en discutent. Voilà. Ça peut se faire lors de situations aiguës sur des syndromes asphyxiques. Les patients, des sédations sont anticipées avec l'accord du patient si effectivement le patient est en grande difficulté à domicile et qu'il n'est pas question de le transporter alors qu'il est en situation asphyxique par exemple. Voilà, donc ça c'était voilà, c'est tout. Merci, merci beaucoup. Isabelle Marin, même question. Alors, on a entendu ce que vous avez exprimé en disant que c'était une loi pour la rive gauche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans votre pratique quotidienne? Est-ce que vous êtes néanmoins interpellé par vos patients? Quel bilan vous faites à ce stade? Alors, de l'autre côté du périphérique, on n'est pas du tout interpellé sur les sédations. J'en ai jamais eu d'une demande ni rien. Par contre, au niveau des soignants, sur les directives anticipées, ça a changé. Alors, ça a changé parce qu'on a fait connaître la loi, on a fait des formations. Et là, en effet, on a l'impression que les médecins en particulier, ils ont envie d'être bons élèves et républicains, comme Bernard de Valois, et donc suivre les directives anticipées. Et par contre, moi, ce que j'en vois, c'est plutôt les effets pervers de tout ça. Alors, les effets pervers, tu parles de la personne de confiance qu'on fait signer de façon systématique. Nous, on va travailler dans les EHPAD. Il y a quelques EHPAD où c'est systématique. Il faut une personne de confiance, il faut des directives anticipées. Or, un droit, c'est un droit dans la mesure où on peut l'avoir, ou le prendre ou ne pas le prendre. Et nous, on a des situations en plus de famille pour lesquelles la personne de confiance est totalement contre-productif. Quand vous avez 15 personnes de la famille Rome autour d'un malade, vous ne pouvez pas demander une personne de confiance et il faut parler avec les 15 personnes. Et le malade vous demande de parler avec les 15 personnes, pas avec une personne de confiance. Alors, on peut toujours leur demander et exiger d'eux qu'ils mettent quelque chose, et ça n'a pas de sens. Alors, les directives anticipées, c'est... Alors, dans certaines maisons de retraite aussi, on impose aux patients de donner des directives anticipées, et je pense que c'est très, très difficile, parce que pour avoir le droit de rentrer, il faut marquer ces directives anticipées. On sait qu'il y a 5-10% de la population qui a envie de les faire. Donc, on impose aux personnes âgées quelque chose de lourd. Et moi, ce que je vois sur l'hôpital, alors en tant qu'équipe mobile plutôt, c'est les directives anticipées qui viennent remplacer la discussion. C'est-à-dire que quand commence à se poser une question de décision en fin de vie, ce sont des décisions qui sont difficiles pour les soignants et les médecins, c'est des décisions qui sont lourdes éthiquement, qui sont pas évidemment pas simples. Et donc, et c'est très difficile d'en discuter avec le patient aussi, parce que c'est difficile de lui parler de cette fin de vie. Et plutôt que de lui parler de ce qui est en train de se passer maintenant, tout de suite, on dit, au fait, il faudrait que vous rédigiez vos directives anticipées. On est à peu près au bord de la réanimation. Hein. Et alors, c'est pas du tout anticipé, c'est pour aujourd'hui. Et je me rappelle un collègue, mais tout à fait, pas du tout dans la chanson de Brassens, tout à fait sympa et bien, très, très embêté avec un monsieur, en effet, qui avait un cancer et il se posait la question de la réa, pas la réa. Et il rentre dans la chambre en demandant au monsieur la directive anticipée. Au fait, vous, pour les directives anticipées, pour la réa, et
Et le type lui dit, non mais attendez, quand vous crevez de soif, vous ne pouvez pas me refuser l'eau, là. Or, en effet, comme a dit Bernard de Valois, le réanimateur n'a pas voulu le prendre en réanimation. Et donc, la discussion, elle était à la fois pas du tout anticipée, parce que c'était une discussion du moment, et c'était une discussion qui n'avait pas lieu d'être, puisqu'il n'y avait pas d'indication. Alors, je pense que le problème... Enfin, moi, je n'étais pas trop d'accord avec ce que disait Bernard en disant « c'est au médecin de décider ce qui est raisonnable ou pas ». Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est au médecin de décider ce qu'il y a une indication thérapeutique ou pas une indication thérapeutique. Ça, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous ne coupez pas forcément la jambe de tout le monde. Enfin, vous ne mettez pas en réanimation tout le monde. Si on sait que, par exemple, il y a 100% de décès, on ne va pas proposer la réanimation, des choses comme ça. Ça, c'est des indications. C'est du médical pur. La loi, c'est autre chose. L'obstination déraisonnable, on est dans l'éthique, on est dans qu'est-ce que vaut la vie, qu'est-ce qui est raisonnable. Et ça, c'est le malade qui peut le décider, ça. Et donc, au lieu de faire une discussion tout au long du traitement et tout au long de la vie sur ce que veut le malade et ses soins, ce qui serait quand même ce qu'on veut, enfin ce qui est dans l'esprit de la loi, c'est que le malade puisse décider de sa vie et de ses soins. Eh ben, c'est les médecins qui décident des soins. Et puis au dernier moment, on leur dit « Ah là, il faudrait décider, là ». Alors, c'est vraiment lourd hein, de penser que les malades ne peuvent décider que sur leur mort et pas sur leur vie. Je trouve qu'on est une société un peu compliquée. Hein. Et alors, en plus, le faire passer par un papier écrit, alors même que ce qui est en jeu, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir discuter justement, et de discuter sur tous les changements qu'il peut y avoir. Les directives anticipées, elles viennent souvent prendre la place de ces discussions compliquées qu'on doit avoir avec les patients tout au long de la maladie et pas à la fin. Donc, en ça, je trouve que ça a des effets pas forcément bons. Mais après, d'être obligé de réfléchir sur à quoi servent nos soins, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous rappelle, moi, dans mon hôpital, mais je crois que c'est dans tous les hôpitaux, tous les arrêts cardiaques doivent être massés. Tous. Sauf si c'est marqué qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que si vous avez 102 ans, ben, normalement, vous êtes massé et le directeur des soins vous embête si vous ne l'avez pas fait, si ça n'a pas été marqué. Hein. Et je suis sûre que dans tous vos hôpitaux, c'est comme ça. Alors, on a un discours médical qui est paradoxal. On nous dit pas d'obstination déraisonnable, mais massage pour tout le monde. On vous met des extincteurs, enfin pas des extincteurs, là, des défibrillateurs, là. C'est intéressant, les Mais si, c'est un peu exprès. Y compris dans les TGV, regardez les chiffres des gens, non pas qui reviennent des arrêts cardiaques, parce qu'il y en a qui reviennent, hein, mais des gens qui sortent de l'hôpital après, le nombre, et puis quelques-uns aussi qui sont été visités chroniques, etc. Donc on a un discours où on va sauver tout le monde, et après un discours où on dit on ne fait pas d'obstination déraisonnable. Et on fournit ça à la population, et on leur dit débrouillez-vous. Alors chez moi, heureusement, ils n'ont pas les deux discours. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les soigne, ils veulent qu'on les sauve. Les familles, elles veulent que leurs malades, on fasse tout. Et donc, c'est plutôt compliqué de leur expliquer que on ne peut pas faire, quoi, que ça ne va servir à rien. Ça, oui, ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, la loi pour les malades, en effet, elle est assez peu passée chez nous. Pour les soignants, du côté directive anticipée, c'est plutôt passé, mais passé comme s'il y avait un espèce de saut, sans parler du travail partagé, du compagnonnage avec les patients. Ce qui est aussi, il faut dire, à leur décharge, compliqué quand les gens ne parlent pas français. Hein. Bon. Et donc, voilà. Très bien. Et vous avez parlé de la culture, mais vous voyez, très souvent, nous, on est appelés en réa parce qu'on a un patient âgé qui est intubé et les réanimateurs veulent le débrancher en disant, justement, il n'y a pas d'autre effet que de poursuivre artificiellement la vie. Mais ils disent, mais nous, ça nous suffit. La famille, elle dit, nous, ça nous suffit. Nous, on veut qu'il soit là, même sous branché. Il ne sortira pas, mais on s'en fiche. Nous, ça nous suffit, ça. Voilà, vous faites quoi ? C'est compliqué. Alors, heureusement, on discute beaucoup. Puis finalement, heureusement, le temps, habituellement, le temps suffit à régler le problème. Mais on est obligé de porter des valeurs de la société qui sont contradictoires avec les valeurs, moi, de la communauté dans laquelle je travaille. Et Merci. Que la vie, ça soit mieux que la mort, c'est quand même pas mal. Hein. Merci beaucoup. Même en soins palliatifs. Pour ce témoignage. Alors peut-être Marie Simian maintenant. Donc quelle expérience avez-vous? Donc est-ce que vous parlez précisément davantage des directives anticipées, de la sédation profonde et continue? À quel moment est-ce qu'il est judicieux aussi d'en parler? Enfin, je vous laisse. Oui. Alors déjà, je vais faire la porte-parole de l'équipe du réseau Onco 94 qui intervient sur les lieux de vie de personnes effectivement en situation de fin de vie. Donc ça peut être au domicile, mais aussi dans des EHPAD ou dans des foyers de vie, le SAMU social, ou même des centres d'accueil pour des personnes en situation d'asile.
L'idée de l'intervention du réseau, effectivement, est de mettre en perspective la fin de vie, les conditions de fin de vie, l'accompagnement, de parler de ces questions-là et de prendre le temps, chose qui n'est pas forcément évidente en contexte hospitalier. Et là, pour le coup, l'équipe, ce qui en ressort, c'est quand même cette anticipation anxieuse de parler des directives anticipées. Même si au niveau du réseau, j'ai envie de dire, c'est intégré. Ça fait partie des choses à dire, de tenir informés les patients. Voilà, est-ce que le patient est prêt à entendre ça? Comment il va accueillir ça? La famille, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et puis le patient, des fois, il ne se pense pas encore en situation palliative. Pour lui, l'arrêt de soins, ça veut dire qu'il est guéri. Donc, face à cette rencontre, effectivement, ils adaptent aussi cette présentation ou non des directives anticipées. Et j'ai envie de dire, lorsqu'elles sont présentées, elles servent de support, de médiation pour des échanges, pour ouvrir à des échanges. Le but du réseau, ce n'est pas d'écrire les directives anticipées, que ce soit une finalité écrite, surtout que ça demande du temps. Mais en tout cas, ça peut vraiment laisser surgir une pensée, une réflexion collective, familiale autour de ces questions-là. Et puis vraiment l'angoisse de l'équipe de montrer ces directives anticipées parce que ça fait effraction chez le patient avec une réalité très crue, qui fait appel à l'arrêt de choses concernant les besoins vitaux, l'arrêt de l'hydratation, l'arrêt de toutes ces choses-là, et la peur de générer soit peu de colère ou même parfois d'avoir un impact traumatique. Moi, j'en ai fait l'expérience en intervenant avec une médecin dans un foyer de vie, accueillant des adultes en situation de handicap, et on était là pour soutenir l'équipe parce qu'un des résidents avait des métastases cérébrales et qu'effectivement les soins étaient questionnés. Donc, on parle de différentes choses. Est-ce que l'HAD peut venir dans ce foyer? Quel est le projet de cette personne? Il en est où dans la compréhension de ce qu'il vit? Il refuse l'hospitalisation. Est-ce qu'il veut un lit médicalisé? Des choses très concrètes, etc. Puis, à un moment donné, la médecin qui est présente parle aussi des directives anticipées, des questions de sédation profonde, de la personne de confiance. Et là, je pense que je ne leur ai pas posé habituellement cette question, mais le fait que je vienne ici, j'ai eu besoin de poser cette question-là. Je me suis adressée à l'équipe et je leur ai dit, mais est-ce que vous savez ce que c'est finalement? Voilà, c'est quoi? C'est quoi les directives anticipées? Ça veut dire quoi la personne de confiance? Et là, c'était le grand flou. C'était vraiment, la personne de confiance, c'est sûrement la personne à contacter. D'accord, donc déjà de réexpliquer. Et lorsque la médecin a vraiment décrit ce qu'étaient les directives anticipées et la sédation profonde, il y a eu un mouvement d'équipe là, d'une rare violence, et même une salariée s'est levée en disant, écoutez, ici, on est dans un foyer de vie, lui, ce qu'il veut, c'est vivre. Donc voilà, ça montre aussi l'impact de ce que peut être une directive anticipée. Bon, il y a ces situations-là, et puis il y a d'autres situations, effectivement, la personne est complètement engagée dans ce qu'elle écrit, elle assume complètement. D'où l'autre question qui, moi, m'est posée en tant que psychologue, c'est la question de la réversibilité. Là, ce matin, on parlait avec un thème très juridique d'opposer, être opposable par rapport à ce qui peut être écrit. Mais effectivement, écrire, ça marque. Avant, j'ai envie de dire, on écrit plutôt l'après. Le testament, qu'est-ce qu'on va laisser? Ça permet de continuité, de penser sa continuité, de penser son être après, à travers les biens qui seront transmis. Et là, il faut écrire quelque chose avant. Et finalement, est-ce que c'est réversible tout ça? Est-ce qu'on peut gommer cet écrit? Jusqu'où ça peut aller, en sachant que psychiquement, ça demande quand même une gymnastique. C'est pas si évident que ça, pour plein de facteurs, de revenir sur une décision prise. Et puis même quand il n'y a plus la parole, comment exprimer finalement un changement d'avis par rapport à ça? Donc ça, c'est quand même quelque chose que je peux entendre. Et puis sinon, concernant la sédation profonde, là, il y a quelque chose de plus poétique qui rentre, je trouve, dans les questionnements des patients. C'est vraiment la question de la fin de l'existence. Finalement, en situation de sédation, est-ce qu'il y a encore une vie onirique, une vie psychique qui induit des rêves, mais ça peut être des cauchemars aussi. Et voilà. Et puis à quel moment arrive le générique de fin, finalement? Donc, se dire, la sédation, effectivement, permet un apaisement corporel, mais le psychisme, à quel moment ça s'arrête tout ça? Et finalement, il y a une angoisse avec toujours quand même l'infime espoir de se réveiller. C'est un peu la belle au bois dormant qui se fait piquer et puis qui est réveillée après avec de l'amour. Il y a quand même cet infime espoir. Donc voilà en gros les questionnements qui ressurgissent. Merci beaucoup. Docteur Frédéric Noël, peut-être également, donc quelle évolution avez-vous constatée chez les patients? Est-ce qu'elles ont modifié vos pratiques? Et puis, je vous voyais opiner tout à l'heure lorsque le docteur Huomer disait qu'il était quand même extrêmement difficile de faire la sédation profonde et continuer à domicile. C'est quelque chose que vous partagez? Je commence par là. Allez-y.
Je crois que je vais d'abord me présenter en tant que médecin généraliste. Donc là, on parle des derniers moments ou des moments difficiles de la vie. Et moi, en tant que généraliste, je vois des patients de la naissance à la mort. Je les vois pour des certificats de sport, pour des certificats en tout genre, pour des déclarations de grossesse, pour des maladies, des épisodes de maladies, et puis aussi pour des annonces de maladies graves, de maladies chroniques et de maladies mortelles à plus ou moins brève échéance. Donc j'ai une vision encore différente de ce qui a été exposé jusqu'à maintenant, et les questions ne sont peut-être pas les mêmes. Donc là, pour répondre à est-ce que la question c'était est-ce que la loi, les dernières directives qui datent de 2016, est-ce que ça a changé quelque chose est-ce que j'ai perçu une différence? Je suis rive gauche, donc j'ai des patients qui me demandent ce que c'est que les demandes anticipées et qui, du coup, on parle plus de ce document de demande anticipée et de personnes de confiance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le réduire à un papier parce qu'en fait, c'est plus une vaste question qu'un bout de papier qu'on doit signer avec la réversibilité ou pas. Donc je pense que, voilà. Après, j'ai essayé de réfléchir à ça. Je pense que s'il y a un questionnement sur la fin de vie, c'est que tous nos patients en bonne santé ou peu malades, ils ne veulent pas souffrir. Moi, ce que j'entends, c'est de toute façon, quand c'est fini, c'est foutu. Il faut arrêter parce que je ne veux pas souffrir et puis ça ne sert à rien. Ça, c'est les gens qui sont correctement portants sur leurs deux pieds et qui ont encore une capacité. Et ça, je crois que tout un chacun dit la plus belle mort, c'est je ne me réveille pas demain matin. Hein, et ça, c'est voilà. Après, la notion de souffrance, c'est tellement variable d'un personne à l'autre. Et puis ils ont toujours l'exemple de la souffrance du voisin, de la voisine, du copain, de la grand-mère, de la belle-mère qui a souffert de façon inutile dans un lit d'hôpital ou chez lui. Enfin, c'est inadmissible, etc. Donc il y a aussi, qu'est-ce que vous entendez comme souffrance? Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, et donc ça, c'est lourd aussi. On ne peut pas décider au dernier moment. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment anticiper. Et je suis très contente que vous ayez parlé d'anticipation parce que je crois que c'est essentiel dans tout ce travail. Quand il y a maladie, et quand il y a maladie grave à brève échéance, c'est déjà beaucoup plus complexe. Comme vous avez dit, il y a toujours quelque part peut-être un petit espoir de survie ou de je vais me réveiller. J'avais une patiente en fin de vie et son espoir de tous les jours, c'est de pouvoir mettre son bigoudi tous les matins. Et que moi, je la voyais, elle avait un seul bigoudi qu'elle mettait dans ses cheveux. Et le jour où elle n'a pas mis son bigoudi, je me suis dit, aïe, elle est décédée dans la journée. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit espoir. Et les gens, ils s'accrochent à le bigoudi du matin. Et donc, la notion de souffrance, la notion de mort, la notion de fin de vie, elle est tellement variable d'une personne à l'autre que c'est bien qu'il incarne, mais gare d'appliquer de façon systématique et sans nuance. Je trouve, moi, que les patients, ils ont grâce ou à cause, je ne sais pas, l'espoir de survie, ils ont une capacité à supporter des traitements invalidants, des dégradations physiques, cliniques, psychologiques qui sont difficiles et que nous, on devra essayer toujours d'atténuer. On essaye, en tout cas, et c'est l'objectif, c'est de les soigner, de les guérir, c'est autre chose, mais au moins de les soigner, d'atténuer les effets secondaires et donc surtout de prendre en compte le ressenti du patient. Et là, la décision de sédation entre ce qui est déraisonnable de faire ou pas, et je pense que l'intérêt du patient est important parce que j'en ai un patient qui avait un cancer de la prostate, qui avait fait les 5e, 6e lignées, enfin il en était aux lignées de chimiothérapie. On réfléchissait à éventuellement lui faire une 7e lignée de chimiothérapie. Il vient me voir et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Il avait un concert, il était violoncelliste, il voulait encore faire ce concert. Il me dit, je veux qu'on me prescrive quelque chose, je veux tenir encore pour ce concert. Après, on verra. Et ben, on y est arrivé. Il a fait peut-être ce qui était déraisonnable pour certains. Il a fait cette 7e lignée, il a fait son concert et après il a dit, bof, j'arrête. Donc tout doit être remis en question, tout doit être posé, tout doit être modifiable, nuançable à chaque fois. Quand on arrive quand on décide en fin de vie, enfin quand on est en stade de soins palliatifs, de soins d'accompagnement, soins de palliatifs, qu'est-ce que la sédation? Je pense qu'on peut faire des sédations de fin de vie à domicile. Et je parle en tant que médecin utilisateur du réseau Ensemble. On fait des sédations profondes en fin de vie à domicile. Il faut bien sûr qu'il y ait des conditions
approprié au lit du patient, avec un entourage, des soignants, etc. Mais c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas notre pain quotidien. De toute façon, le soin palliatif n'est pas notre pain quotidien en tant que généraliste, mais le pain quotidien, entre guillemets, quand j'ai des patients qui sont en soins palliatifs, c'est plutôt le problème aigu au milieu d'un suivi de soins palliatifs. C'est la dyspnée aiguë, c'est la douleur hyperalgique, c'est le insupportable, c'est la fièvre, enfin bon, bref, tout ce qui est autres symptômes, et où là, on prescrit une sédation plus importante pour soulager le temps toujours en ayant essayé, quand on peut, et on essaye de le faire. Et les réseaux sont là pour nous aider, pour prendre le temps, pour pouvoir en discuter. C'est toujours en essayant d'anticiper, de prévenir et le patient et l'entourage sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ça, c'est des choses qu'on fait et qui sont relativement plus fréquentes que la sédation profonde. La sédation profonde, elle existe, elle est possible pour répondre. Elle est possible, à mon avis, en ville. Elle demande une énorme anticipation. Elle demande c'est vraiment un investissement de tout le monde, de tout un chacun qui est important et qui est possible, mais qui est probablement beaucoup moins fréquente que le reste et qui, dans les faits, restera, à mon avis, très peu fréquente. Ce qui est important, c'est que ces lois, elles ont permis à certaines personnes de se poser des questions, à nous soignants, de nous poser beaucoup de questions, à, encore une fois, d'anticiper et de travailler dans le sens de l'intérêt du patient. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de poursuivre notre tour de table et de donner la parole à Isabelle Erhardt. Donc, vous êtes bénévole d'accompagnement. Je sais que sur cette question, vous avez mené une petite enquête auprès des autres bénévoles. Et donc, je vous laisse nous dire ce que cette loi a changé pour vous, si elle a changé quelque chose. Oui, en fait, quand Antonio m'a proposé de venir, j'ai dit oui un peu rapidement. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit appropriation par les acteurs des nouvelles dispositions de la loi. Alors moi, je suis bénévole à domicile depuis 4 ans seulement. Donc, nous accompagnons. Et moi, j'appelle pas ça des patients, aucune personne que je suis ne m'a spontanément parlé ni de directive anticipée, ni de sédation profonde. Alors après, je me suis dit, c'est moi, je dois avoir une pratique particulière de l'accompagnement. Donc j'ai demandé à mes camarades de jeu, nous sommes sur Paris, et en fait, non. Ça m'a un peu rassurée, vous n'en avez rien à faire, mais c'est le cas. Et donc, alors je me dis qu'on est décalé ou qu'on est dans un autre registre, hein, ou que c'est quelque chose qui concerne les médecins ou les infirmières, mais pas nous. Et à un moment, il était question qu'on puisse éventuellement travailler sur le sujet avec les personnes qu'on va voir. Et moi, je me disais, mais je ne me vois pas parler, vous me rassurez en disant ça, comme ça, à quelqu'un qui ne m'a rien demandé, que j'accompagne, qui est en soins palliatifs. Et au fait, les directives anticipées, vous les sentez comment ? Enfin, c'est juste, c'est pas possible. Enfin, voilà, moi, je ne vois même pas comment faire et vous m'avez franchement rassurée. Et à part ça, nous sommes peu nombreux à avoir fait nos directives anticipées. Je ne sais pas quelle est mais voilà, j'ai aussi posé l'autre question. On a aussi très rarement connaissance de la personne de confiance. Parce que ça ne nous regarde pas, en fait, visiblement. On a les personnes à contacter, mais pas la personne de confiance. Je n'ai jamais suivi quelqu'un qui faisait une sédation profonde à domicile. Donc, mais voilà. Mais en même temps, nous, on suit les personnes, on les voit une fois tous les 15 jours. Donc, c'est pas forcément nous qui changerions quelque chose à la possibilité ou pas de faire de la sédation profonde à domicile. Donc, finalement, on est prêt si on nous demande, mais moi, on ne m'a jamais demandé. Mais je sais de quoi il s'agit pour pouvoir répondre aux questions éventuelles des gens que je suis. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Et donc le dernier témoignage avant que nous puissions donc échanger et poser des questions, Marie-Louise Briard. Donc vous intervenez là en qualité de proche pour venir témoigner. Vous travaillez à l'ASP Fondatrice et donc vous avez eu des difficultés, j'ai envie de dire, vous, pour faire appliquer la loi. C'est bien cela ? Oui, un petit peu. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que je vais vous parler de ma maman. Donc, il y a beaucoup de sentiments dans cette histoire, des sentiments qui paralysent un petit peu
ce que l'on sait sur un autre plan, comme sur le plan professionnel. Donc ma maman avait la maladie d'Alzheimer, elle a fini ses 6 dernières années dans un EHPAD où on était très respectueux des patients, des résidents, pardon, excusez-moi, et puis des proches, ce qui est important. Et la dernière année, elle ne communiquait plus, elle ne me regardait pas, elle ne me parlait pas. Et puis, en décembre 2015, on me dit, vous avez vu, on vous l'a bien remonté, votre maman, effectivement, elle avait le teint rose, elle avait l'air fraîche. Et donc, j'ai appris comme ça qu'on lui faisait des perfusions de temps en temps pour son confort, pour que sa peau ne s'abîme pas, qu'elle n'ait pas d'escarres. Et ça me faisait plaisir de voir qu'on prenait soin de ma maman. Et puis, un jour, alors que je revenais d'une réunion de famille, je lui dis que son filleul, avec lequel elle était fâchée depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, l'embrasse et elle me fait... Alors j'étais un peu étonnée, je commence à lui poser des questions, je guette les réactions sur son visage. Et pendant presque 1 heure, on a communiqué comme ça, elle par des tout petits signaux infimes. Et j'ai compris que si elle ne mangeait pas, c'est parce qu'elle ne le voulait pas, qu'elle souffrait et qu'elle voulait que ça se termine. Donc j'ai contacté la directrice de l'EHPAD, je lui ai demandé une prise en charge palliative. Cette demande a été bien reçue. Et puis du temps a un petit peu passé. Et puis un soir, je vois ma maman qui rassemble toutes ses forces comme ça, puis qui me fait « il y en a marre ». Alors du coup, tout de suite, je préviens tout le monde, je ne veux plus qu'on lui fasse de transfusion. Je rappelle la directrice de l'EHPAD, je lui redemande les soins palliatifs, l'intervention du réseau de soins palliatifs. Et puis elle me dit qu'elle va s'en occuper, mais qu'il faut qu'elle en parle au staff. Donc on continue à attendre un petit peu, puis j'explique à ma maman, donc je lui raconte que ma démarche, je lui explique les soins palliatifs, les conséquences, qu'on va la laisser partir, qu'on va la laisser mourir, mais qu'on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et à ce moment-là, j'étais assise, vous voyez, en parallèle avec elle, et elle qui ne communiquait pas, elle tourne la tête vers moi, elle me regarde avec un regard plein de vie et me fait un sourire éblouissant. Et alors là, j'étais bouleversée parce que je ne vous cacherai pas que tous ces petits signaux de visage, je me suis demandé plus d'une fois si ce n'était pas le fruit de mon imagination. Mais là, non, c'était vraiment sa façon de s'exprimer. Donc, le temps passe encore un petit peu. Je rappelle la directrice de l'EHPAD qui me dit qu'elle a contacté directement le réseau. J'appelle le réseau qui me dit qu'il ne pourra pas intervenir s'il n'a pas de demande directe du médecin traitant. Sur ces entrefaites, je pars au congrès de la SFAP, où j'assiste en particulier aux communications du docteur Devalois et de Marion Brooks sur l'arrêt des traitements, sur la nouvelle loi. Et puis, le congrès n'est pas terminé que le médecin traitant me rappelle pour me donner un rendez-vous. Il me reçoit avec le staff et me dit qu'il n'a pas jugé pertinent de faire intervenir un réseau de soins palliatifs pour un cas de vie aussi simple, mais qu'il a entendu ma demande et ma détresse et qu'il a demandé l'avis d'un collègue gérontologue. Et je reçois le compte-rendu le soir même qui dit que ma demande est recevable, qu'elle est légale. Et ma maman est morte 2 semaines après. Merci pour votre témoignage. Je suppose que vous avez des questions ou des réactions, Antonio ? Antonio Gidos, ASP fondatrice, citoyen là. Moi, je suis toujours très étonné. Je suis nouveau dans le monde des soins palliatifs, 5 ans, grâce à toi d'ailleurs, Isabelle. Et je suis étonné de vous entendre. Je suis étonné parce que il y a une loi qui nous protège en tant que citoyens. Cette loi, elle est basée sur beaucoup de morts, sur beaucoup de souffrances, sur beaucoup de personnes qui ont lutté pour que leur parole ait un sens. Et c'est dans le milieu des soins palliatifs où on dit toujours « la parole des patients est au centre des décisions qui nous concernent ». Et chaque fois, au congrès de la SFAP, dans les congrès, dans les colloques, que j'entends parler
de directives anticipées et de personnes de confiance, c'est pour dire « Waouh, c'est pas bien, c'est dur ». On dit des choses aux personnes, que ce soit dans les EHPAD ou ailleurs. Attends, mais je sais bien que je vous provoque. Je le fais exprès. Je suis intervenu dans des EHPAD. On m'a dit la même chose au départ. Ah, maintenant, vous ne pouvez pas intervenir sur les directives anticipées, la personne de confiance, auprès des familles, c'est une violence. On a fait l'essai. On s'attendait à 5 personnes un samedi. 80 personnes. Des discussions à n'en pas finir sur quels sont mes droits, quels sont les droits de mes parents, quels sont les droits de ma famille. Après, nous avions d'abord préalablement formé les équipes. Et après, on s'est dit, est-ce qu'il est possible de le faire auprès des personnes? Et c'était au départ, non, c'est pas possible. Eh bien, ça a été fait auprès des personnes en EHPAD. Et je peux vous dire que ça a suscité énormément de questions, énormément d'intérêt. Et la fin de chacune des interventions, c'était quelqu'un qui nous disait « Merci, il y a longtemps qu'on ne nous avait pas parlé comme ça ». C'est-à-dire que les directives anticipées, comme la personne de confiance, l'intérêt, c'est que c'est un prétexte. Il ne s'agit pas de remplir une fiche, il ne s'agit pas de remplir un papier. C'est un prétexte à parler de sa fin de vie, de ce que l'on souhaite pour soi. Et je peux vous assurer que dans tous les EHPAD que nous sommes intervenus, il y avait quand même 4 EHPAD pour cette recherche. Dans chaque séance auprès des personnes, auprès des familles, c'était un étonnement. Mais on pouvait se dire, ok, c'est pour d'autres. Mais quand il s'agit des personnes elles-mêmes, elles étaient hyper intéressées. Et il y avait des personnes qui étaient dans leur fauteuil et on avait l'impression qu'elles dormaient. Et l'aide-soignante, très bienveillante, voulait l'emmener dans sa chambre. Et immédiatement, la personne disait, non, je reste. Parce que ça la concernait. Je pense que nous avons un devoir. C'est d'informer sur les possibilités. Ça ne veut pas dire d'imposer, mais de nous donner les possibilités de connaître nos droits et de les revendiquer, non pas pour être en opposition avec vous, soignants, mais pour être en dialogue avec vous. C'est-à-dire, les directives anticipées, comme la personne de confiance, c'est une capacité à être en relation et ne pas être sujet, mais directement la personne concernée. Et nous devrions être les premiers à les défendre en tant qu'acteurs des soins palliatifs. Merci Antonio. Docteur Marin. Oui, moi je veux réagir parce que ce que j'ai essayé de dire, c'est ce qui est important, c'est de tenir compte de la vie de la personne tout du long et pas d'un papier qui ne va servir que pour très peu de cas. En EHPAD, c'est assez rare que les gens ne puissent pas du tout parler, sauf les malades en Alzheimer profond, et ceux-là ne peuvent pas à ce moment-là faire des directives anticipées, et les proches n'ont pas à faire les directives anticipées pour leurs proches. Quand on a un cancer et qu'on a un diagnostic du cancer, on pense immédiatement à la possibilité de la mort. Et moi, j'insiste beaucoup avec mes collègues cancérologues pour qu'on en parle dès le diagnostic et qu'on puisse discuter de comment ça peut se passer, etc. Moi, mes patients sont étrangers et c'est au diagnostic où on discute, savoir si ça serait important que ça se passe en France ou plutôt au pays. Et ça va déterminer quelquefois les traitements parce que s'ils veulent rentrer au pays, on va faire certaines choses pour qu'ils puissent le faire, etc. Donc que la discussion sur la fin de vie, elle soit tout du long de la vie, c'est sûr. C'est pas la même chose de réduire cette discussion qui est tout le long de la vie, est-ce que vous préférez être à la maison qu'à l'hôpital, etc., à la décision de la fin au moment où je ne peux plus parler. C'est comme si on réduisait la parole du malade à son écriture. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que ce qui est important, c'est la parole du malade et de la suivre. Nous sommes d'accord. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on peut très bien faire plein... Moi, je vois dans les EHPAD où ils font tous les directives anticipées obligatoires, n'empêche que on ne leur demande pas leur avis quand c'est le moment. On ne leur demande pas, est-ce que vous voulez aller à l'hôpital? Ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas, ils n'y vont pas. Sauf que ce coup-là, peut-être qu'ils avaient envie d'y aller. On leur a rien demandé. Mais si, on leur a Isabelle, rien. Mais non, je t'assure qu'on leur demande rien. Je vois bien en EHPAD, on leur tant qu'ils ont demande la rien. possibilité de parler, les directives anticipées. Eh ben, c'est ce que je te dis que non. Eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe. Ben alors, actuellement, mais ce qui Isabelle, se passe, c'est qu'on leur parle pas et on regarde les papiers. Les personnes Isabelle, de confiance, on va on peut-être regarde sortir les papiers. formons les gens à Ben qui oui, sachent ben que les d'accord. directives anticipées, Eh c'est ben en cas où aussi. ils ne sont plus en capacité Oui, ben, de s'exprimer. on essaye, on le fait tous les jours. Isabelle, Erard. Juste ajouter quelque chose, c'est que moi j'accompagne les gens, donc je ne
Alors à titre perso, si c'est mon frère, mon mari, mes parents, je leur dirais tes directives anticipées, la personne de confiance, et j'insisterai sans aucun souci, parce que ça sera mon rôle de proche, de leur dire ben voilà, c'est ça tes droits, si tu veux pas, tu le fais pas. Quand j'accompagne, je suis à côté. Ça, on m'a fait beaucoup de leçons là-dessus, j'y suis comme ça, quoi. Je vais pas devant, je vais pas dire voilà. Donc pour moi, ce sont deux rôles totalement différents. Et en tant qu'accompagnante bénévole, c'est non. Alors après, je peux faire autre chose, faire des confs, ce que vous voulez, mais c'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Moi, oui. je voulais dire aussi, comme Isabelle, en fait, qu'effectivement, ce qu'on aborde plus avec nos patients, c'est leur projet de vie. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas être réducteur et qu'à partir du moment où on connaît leur projet de vie, on peut aussi aller dans ce sens-là et savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est ça qui est important, plutôt qu'effectivement. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, juste un Philippe petit Nazali. propos un peu provocateur, mais qui va dans l'esprit de Christophe Devis et de Jean-Pierre Burnier tout à l'heure. Vous avez parlé de choc culturel. Ce qui me frappe, moi, c'est que est-ce que le sujet est suffisamment pris en compte par les personnels soignants? Vous voyez, mesdames, pas d'insulte, mais il n'y a que des femmes sur ce plateau. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas suffisamment pas sérieux pour que les grands professeurs de médecine ne se lancent pas là-dedans? Non, mais c'est très révélateur. C'est pas provocateur. Ça veut dire qu'effectivement... Non, madame, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Ça veut dire qu'à part Emmanuel Hirsch ce matin, le docteur tout à l'heure, est-ce que réellement c'est pris en compte par la médecine, réellement par les professionnels de santé, comme une manière réelle de travail? Je me pose la question, parce que vous savez bien que c'est une des façons en France d'éliminer un sujet. S'il vous plaît. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. En France, quand on veut éliminer un sujet, généralement, on le confie à d'autres. C'est justement l'importance de ce sujet. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Quand vous regardez qui tient les affaires sociales dans une mairie, c'est jamais un homme. Parce que pour les élus importants, c'est les finances. L'homme a les finances, la femme les affaires sociales. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on est dans la même chose. Non pas que vous ne fassiez pas bien, et vraiment c'est passionnant, c'est qu'il faudrait sans doute qu'il y ait un vrai choc culturel pour que soit pris en compte réellement qu'une matière fondamentale, ce respect de la vie, ce respect de la personne. Ce qui ne veut pas dire que vous ne fassiez pas le travail. Je dis simplement que c'est ça qui est important. Alors, merci. Qui répond, mesdames Je voudrais d'abord repartir sur ce qui a été dit avant. Et ce fameux papier directive anticipée, qui est plutôt un projet de vie, qui est plutôt une réflexion, vous demandez au patient ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, il a en plus le droit de changer. Et on a le devoir d'entendre quand il veut changer. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Changer d'avis sur une position. La deuxième chose, c'est que je suis professeur. Bon. Je ne sais pas comment on le dit, mais bon, bref, je suis professeur aussi à la fac. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas que des hommes. Et la deuxième chose, c'est que je suis quand même maintenant président du réseau Ensemble et qu'avant, c'était le directeur, c'était Jean-Marc Mollard, qui était un homme, bon, qui est malheureusement décédé, mais qui donc pouvait aussi défendre des belles choses. Voilà. Merci. Alors, oui, une question, monsieur Bernard de Valois, pardon. Oui, juste une remarque par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Je vais être fidèle à mon tour à ma réputation de provocateur. Il me semble quand même que si nous nous sommes battus et nous continuons à nous battre contre le paternalisme, nous devons nous interroger sur une certaine forme de paternalisme palliatif. Il me semble que nous, qui nous sommes beaucoup battus et qui continuons à nous battre contre l'acharnement, nous avons vraiment des questions aussi à nous poser sur une forme d'acharnement palliatif. Et j'entends bien, et les questionnements sont importants, mais moi je voudrais rebondir sur ce que disait notre collègue tout à l'heure de la pitié, au-delà de propos qu'on pourrait discuter sur l'endroit où on habite du côté de la Seine. La réalité quotidienne, et qu'on soit à tel endroit ou à tel autre, on a tous les mêmes questions. Et la réalité de la fin de vie, je vais faire plaisir à Antonio, mais je crois qu'il a raison. Ce qu'on devrait tous se dire ici, plutôt que dire oh là là, directive anticipée, machin, c'est pas bien, un truc. Enfin, le côté
je reprendrai volontiers ce terme, assez réactionnaire d'un certain nombre de propos, devrait nous questionner, parce que, y compris derrière la situation qui vient d'être hyper médiatisée de Anne Baird, on meurt mal en France. Et la réalité, c'est que nous, ici, dans le petit Cénacle, on est capable d'avoir des propos extrêmement lénifiants et très paternalistes sur tel ou tel point. Mais la réalité, c'est pas qu'il faut changer la loi en France, c'est qu'il faut juste la faire appliquer, qu'il faut nous donner des moyens. Moi, j'étais ravi, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, d'entendre le directeur de l'Agence régionale de santé nous dire qu'il va nous donner des moyens. Mais dans la vraie vie, on ne les a pas, ces moyens. Dans la vraie vie, dans les EHPAD, c'est des situations telles qu'elles ont pu être expliquées. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, j'ai quand même envie de pousser un cri, comme disait l'autre, et de dire c'est quand même pas satisfaisant ce qui se passe, et plutôt que de couper les cheveux en quatre sur tel ou tel truc et de donner sa petite opinion dans son petit coin, je pense que vraiment il est temps que chacun d'entre nous se mobilise dans un sens et arrête de se tirer des balles dans le pied. Merci pour votre témoignage. Alors, Antonio, tu... Ah. Non, je ne vais pas monopoliser. Il y avait, voilà, il y a des questions de ce côté-ci de la salle, s'il te plaît. Ah, pardon. Donc, je suis Ghislaine Simonin, je suis infirmière dans un réseau de santé. On intervient sur des formations en EHPAD, justement, sur justement amener une culture palliative au sein des EHPAD. Et en fait, on se retrouve quand même dans un certain paradoxe, parce qu'on amène en effet une culture palliative, on essaie d'amener cette culture palliative, ou au moins d'y réfléchir. Et en fait, on se retrouve face à des équipes qui sont en souffrance, dans une frustration énorme, parce qu'elles veulent en effet mettre en place la notion de soins palliatifs. Alors il y a aussi une notion de paradoxe, parce que le soin palliatif, ça a aussi une image et une interprétation qu'elles ont qui est quand même assez particulière. La notion palliative, il faut énormément de temps, il faut énormément de monde. Alors c'est pas uniquement ça, mais elles en ont quand même besoin. Donc là, on a plus l'impression en effet d'amener une notion de frustration, parce qu'elles ne peuvent pas mettre en place, ou elles n'imaginent pas comment mettre en place en fait cette notion de culture palliative. Voilà. Docteur Marin, vous souhaitez réagir ? Oui, je voudrais réagir parce que, en fait, moi aussi, je travaille dans les EHPAD et puis j'ai travaillé avec Ghislaine aussi. La situation de dire qu'on meurt mal, c'est que, en fait, c'est une espèce de... C'est là où on voit le problème. On voit le problème par le bout. Mais quand on regarde vraiment le travail dans les EHPAD, c'est pas seulement qu'on y meurt mal, c'est qu'on n'y vit pas bien. Et donc, alors, on voudrait bien améliorer la fin, quoi. Mais peut-être qu'il faudrait déjà se prendre un peu à améliorer l'ensemble. Parce que si les gens disent qu'ils ont des équipes réduites, qu'il y en a une seule pour faire 20 toilettes, c'est pas seulement pour la personne qui va mourir que c'est grave. C'est pour tous les gens qui sont en train de vivre et qui vont aussi mourir un jour. Enfin, là, ce qui m'affole, c'est qu'on dit on meurt mal, mais on vit drôlement mal. Moi, je suis passée en vélo, là, je suis venue par le canal. Vous avez vu le nombre de réfugiés qui sont sur des matelas, là, sous les trucs. Et, enfin, vous voyez, donc, il me semble que ce qui est important, c'est de travailler pour que la vie de tous soit digne, y compris la vie de nos réfugiés, mais aussi la vie d'un patient SLA, qu'il y ait assez de structures pour les héberger, qu'il y ait assez de soignants pour s'en occuper quand ils sont vivants. Et ils sont vivants jusqu'au bout, c'est ce qu'on dit. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui va mourir demain et quelqu'un qui va mourir dans 8 jours et quelqu'un qui va mourir dans 2 ans. On est des mêmes personnes, on a les mêmes besoins et on a besoin de vivre dignement. Et d'essayer de focaliser comme ça sur la toute fin, ça permet de ne pas réfléchir au fait que, par exemple, les EHPAD, c'est un grand scandale quand même. Excusez-moi, ceux qui y travaillent, c'est un grand scandale. Alors, bon, d'accord, alors on parle de bientraitance. Ben, c'est bien gentil de parler de bientraitance. On fabrique un dispositif qui est fait pour créer de la maltraitance, puis on rajoute un peu de bientraitance. Alors, on fabrique un dispositif
pour que les gens ils arrivent à la fin de vie, puis on saupoudre un peu de soins palliatifs à la fin. Il y a quand même un problème. Nous, on veut bien faire le travail, mais il faut le dénoncer quand même. Voilà. Et pour l'hôpital, vous avez parfaitement raison. Nous, on vient là pour dire on va s'occuper de la fin de vie, voir ce qu'ils veulent, et personne ne demande aux malades ce qu'ils veulent au début. C'est quand même un scandale aussi. C'est depuis le début qu'il faut travailler. Voilà, excusez-moi. Isabelle, j'aime quand tu es comme ça. Mais parce que c'est exactement ce qui n'existe plus dans les soins palliatifs. Je crois que les soins palliatifs ont été révolutionnaires à un temps, et aujourd'hui, ils sont réactionnaires. Mais si, il faut reprendre cette colère, de faire en sorte que on vive bien jusqu'au bout et qu'on vive dignement jusqu'au bout. Mais il faut qu'on reprenne cette colère. Il faut arrêter ce discours lénifiant de confidentialité, de rester dans l'ombre. Non, nous existons. Nous avons une rencontre avec les personnes et nous devons témoigner de ce qui ne va pas dès l'entrée dans la maladie, pas attendre la fin. Et même avant. Sans doute. C'est-à-dire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est être dans le prévisionnel. Et on ne le fait pas. Et on se tait. On se terre. Et évidemment, d'autres prennent la parole. Et je crois qu'il faut que nous reprenions la parole. Alors, très bien. Alors, qui veut la parole? demande? Voilà. Oh là. C'est bon, pas encore en palliatif. Alors, je vois assez mal avec les spots. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Gersande Gérard, donc étudiante en LP service à la personne avec monsieur Nazali. Voilà, moi j'ai un exemple de fin de vie dans ma famille proche où en fait il était atteint d'un cancer colorectal et on l'a découvert, il a fait chimio sur chimio, donc des chimios de confort notamment. Et quand on est allé le voir sur la fin, on a trouvé quelqu'un qui pesait 40 kilos, donc un homme de 60 ans. Et d'après ce que j'ai compris, il a eu pas mal de traitements pour pas ressentir, de morphine, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, on aurait arrêté de l'alimenter justement pour qu'il meure. Donc je voudrais savoir si c'est ça qu'on appelle mal mourir en France et savoir si du fait qu'il n'y ait pas l'euthanasie, on arrête d'alimenter les gens pour qu'ils meurent. Parce qu'ils faisaient 40 kilos à la fin. Qui répond à la tribune où je me tourne aussi vers les docteurs de Valois-Michneau? Alors, moi, je ne suis pas sûre d'avoir forcément la bonne réponse. Là, c'est toujours difficile de parler de cas particuliers. Il y a effectivement dans la salle un spécialiste de l'alimentation et de l'hydratation et de l'arrêt effectivement en fin de vie. Je pense que ce qui a tué la personne dont vous parlez, c'est sa maladie. C'est certainement pas l'arrêt de l'alimentation qui est effectivement considéré comme un traitement. Voilà, peut-être qu'il n'y avait plus d'indications en tous les cas à l'alimenter. Il y a des indications, c'est un traitement. Donc, quand on donne un traitement à un patient, c'est parce qu'on attend un certain bénéfice et qu'on veut éviter tous les risques qui sont liés effectivement à cette prise de traitement. Voilà, donc l'alimentation fait partie effectivement des thérapeutiques qui doivent répondre à certaines indications. S'il n'y avait plus d'indications, il était tout à fait licite d'arrêter et peut-être de continuer. Ça aurait été effectivement de l'obstination déraisonnable qui aurait entraîné des effets indésirables. Donc voilà, l'alimentation, l'arrêt ne tue pas le patient, ça c'est clair. Voilà, donc c'est effectivement toutes les confusions en tous les cas qui sont discutées. Et comme l'arrêt d'hydratation, à chaque fois on dit on va tuer le patient si on arrête, et c'est des choses qu'on entend régulièrement, en tous les cas nous au domicile, si vous l'arrêtez il va mourir. Non, il ne va pas mourir, il ne meurt pas de ça en tous les cas. Et on s'assure effectivement de son confort et de l'absence de douleur et de symptômes jusqu'à la fin de la vie, quand effectivement on arrête un tel traitement qui peut être délétère en tous les cas pour le patient. Je voudrais rajouter un peu que le cancer, ça fait maigrir tout seul, et quoi qu'on alimente, ça fait maigrir pareil. Et ça, on ne peut pas faire grossir quelqu'un qui a un cancer terminal. Et dans l'histoire que vous racontez, elle est évidemment très courte et on n'en sait pas grand-chose. Mais vous parlez de chimiothérapie de confort. On a tous rigolé, quoi. Parce que ça n'existe pas. Soit une chimiothérapie, c'est efficace sur la maladie, c'est-à-dire que ça agit sur le cancer, et à ce moment-là, ça améliore et le malade, et sa durée de vie, etc. Mais chimiothérapie de confort, ça ne veut rien dire, et ça dégrade le patient, toujours. Ça donne des complications, et ça donne des fins de vie beaucoup plus difficiles.
Et nous, on a monté un centre donc, où on suit les patients, justement dans ces cas-là qui n'ont pas plus de chimiothérapie efficace. Et quand on ne fait que des traitements de confort, des traitements alternatifs, là je fais la transition avec Jean-Marie, eh bien on s'aperçoit que les gens ils vivent beaucoup plus longtemps et mieux. Donc aussi, il faut bien se dire que ce qu'on appelle souvent acharnement thérapeutique, l'effet essentiel, c'est de raccourcir la vie. Ça, je crois que les gens ne se rendent même pas compte. Mais si vous mettez en réanimation quelqu'un de très fragile et très âgé, vous êtes sûr qu'il y meurt. Si vous l'enlevez de la réanimation, vous enlevez un peu de perf, vous laissez les choses se faire, eh bien, de temps en temps, il s'en remet. Et pour la cancéro, c'est pareil. Quand vous arrêtez les chimios, ils vont beaucoup mieux et plus longtemps. Et donc, il faut aussi se dire que ça compte, ça. Que nous, on ne cherche pas à arrêter l'alimentation pour qu'il meure, on cherche à arrêter l'alimentation parce qu'il va être mieux. Il va être moins encombré, il n'aura pas de nausées, parce que ça donne des nausées, même quand c'est par voie générale, et il sera un peu mieux. Et donc, c'est ça qui compte. Voilà, je crois. C'est compliqué parce qu'on pense toujours que la médecine, ça fait plutôt du bien. Ben, très souvent, non. Très souvent, c'est le contraire. Merci. Alors, docteur Devallois. Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Juste un point qui est vraiment essentiel, y compris qui aurait évité cette confusion qui a été faite. Ne parlons pas d'alimentation. L'alimentation, c'est quand on mange. On parle de nutrition artificielle. On n'empêche jamais quelqu'un de manger. Or, quand on dit on arrête l'alimentation, on a l'impression qu'on va le priver de manger. Non, on arrête la nutrition artificielle qui, comme ça a été dit, est un traitement. Les mots sont hyper importants et on voit l'impact. C'est-à-dire que si il a été dit qu'on arrête l'alimentation, alors que nous, on comprenait bien, nous, les médecins, on comprenait bien que c'était la nutrition artificielle qu'on arrêtait, mais l'entourage, lui, il a entendu, on le prive de manger. Donc, les mots sont vraiment, vraiment importants et on voit bien que la façon dont vous le racontiez est très intéressante. C'est-à-dire qu'il suffit de rajouter confort à chimiothérapie pour que d'un seul coup, on ait l'impression que c'est quelque chose de bien, alors qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un oxymore pour le moins. Tandis que quand on dit arrêter l'alimentation, on a l'impression que ah là là, c'est barbare, c'est sauvage, c'est l'euthanasie, etc. Alors que c'est le contraire. Ce qui est bien traitant, c'est d'arrêter une nutrition artificielle déraisonnable. Ce qui est maltraitant, c'est de faire une chimiothérapie en faisant croire qu'elle est pour le confort du patient. Les mots sont essentiels. Absolument. Essentiels. Merci pour cette précision. Et d'ailleurs, il y a un livre qui explique tout ça. Absolument. Marie-Louise Briard. Je voudrais quand même faire remarquer l'exercice très délicat, compliqué d'équilibre qu'exercent les médecins, en particulier auprès des proches. Les proches qui, bien qu'ils sachent que la mort est là, qu'elle est très proche, ont envie absolument que la personne qu'ils aiment survive. J'ai eu le cas de côtoyer à l'EHPAD des proches de personnes qui allaient systématiquement en réanimation malgré leur grand âge, malgré leur état, parce que la famille ne voulait pas les laisser partir. J'ai eu le cas aussi de mon beau-père qui était en réanimation près de chimiothérapie, etc., etc. Il y a eu une réunion de staff et puis le staff demande à ma belle-mère « Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'il vive ?» Évidemment, elle a répondu oui, la pauvre femme, sans comprendre exactement quelle était la portée de tout ça. Donc, moi, je vous admire, médecin, dans ces situations difficiles, mais contrairement à ce que j'ai entendu à un moment donné, je n'ai pas été souvent dans la salle, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas au médecin de juger si le traitement est déraisonnable ou pas. Mais je pense que le proche n'a pas la bonne position pour le juger, d'abord parce qu'il y a l'affect, et puis ensuite parce qu'il n'a pas les connaissances. Donc si ce n'est pas au médecin, c'est à qui ? Je pense en tout cas qu'il faut changer l'opinion de tous, dire des mots vrais, expliquer ce que ça veut dire. C'est vraiment quelque chose d'indispensable, que ce soit pour les médecins, mais aussi que ce soit pour monsieur tout le monde, qui sache de quoi il parle. Parce qu'à l'heure actuelle, moi, en tant que premier interlocuteur à l'ASP fondatrice au téléphone quand on veut des renseignements pour devenir bénévole, etc., j'entends tout et n'importe quoi sur les soins palliatifs. Il y en a qui associent ça à l'euthanasie, d'autres qui associent ça au traitement déraisonnable. Personne ne sait, ils viennent là un peu par curiosité, mais je dirais qu'il y en a peut-être 2% qui savent de quoi ils parlent. Donc il faut absolument informer tous les gens pour que les opinions changent, pour qu'on puisse reparler de la mort normalement, pour que la mort redevienne une phase normale de la vie. Dans le temps, après tout, c'était bien le médecin qui disait « Bon, bah maintenant, il faut appeler le curé pour faire l'extrême onction ». Oui.
Alors justement, peut-être dans le prolongement de votre intervention, moi j'avais aussi envie d'apporter un petit témoignage à la première réflexion d'Antonio, puisque j'ai animé assez récemment plusieurs jours de conférences grand public pour France Alzheimer, et c'était la première année, cette année, qui avait une conférence qui portait spécifiquement sur la fin de vie. Et donc on a eu un exposé très très bien fait par une psychologue qui expliquait tout ce dont on parle depuis ce matin. Et vraiment, le grand public ne savait rien. Enfin, j'ai été très, très étonnée des questions qui ont pu être posées. Où on disait, je pense que d'ailleurs quelqu'un à la tribune l'a évoqué, mais la personne de confiance, c'est la personne à contacter. Enfin, mais complètement, et les directives anticipées, ils n'en avaient jamais entendu parler. Enfin, ça m'a vraiment étonnée moi-même. Alors, c'est peut-être le fait de vous côtoyer et d'avoir le plaisir de vous revoir régulièrement, mais ça m'a vraiment marqué. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? C'est peut-être une question aussi à poser pour faire davantage connaître ces soins palliatifs et peut-être pour aider les personnes, les bénévoles, les soignants à en parler davantage. Est-ce que des supports d'information, c'est pas la bonne idée? Enfin, voilà, c'est une réflexion un petit peu que je soumets à vous toutes et tous. Frédéric Noël? Moi, je pense que d'abord, il ne faut pas associer les soins palliatifs à la personne de confiance. Non, mais ce n'était pas le sujet. Hein. Non, mais c'est ce que vous avez présenté comme ça. Ah, alors je me suis mal fait comprendre, voilà, excusez-moi. C'est vraiment assez important de le dire. Bien sûr. D'accord? Je pense, alors après... Non, mais je pense qu'il y a un vrai déficit de communication depuis la circulaire Larocque 86, la loi sur les soins palliatifs en 99, il n'y a jamais eu une seule campagne d'information sur les soins palliatifs. Dans le plan 2015-2018, il était prévu qu'il y ait une campagne d'information sur les soins palliatifs, c'est une campagne d'information sur les directives anticipées. C'est pas pareil. De la même façon, on disait tout à l'heure, il faut écrire ces directives anticipées, mais si vous savez pas ce que sont les soins palliatifs, comment vous pouvez demander une approche qui prenne en compte l'ensemble de vos besoins, qu'ils soient physiques, psychiques ou moraux, et de bénéficier de traitements contre la souffrance. Donc il y a un vrai problème de communication. Face à ça, nous avons un projet qui est un projet de MOOC, c'est-à-dire qui permettra, Massive Open Online Course, qui est de la formation à distance, qui permettra à tout un chacun de pouvoir, par Internet, pouvoir s'informer, voire se former sur les soins palliatifs, et il devrait voir le jour l'année prochaine. Alors, vous vouliez intervenir, et puis quelqu'un là-bas, qui n'est pas intervenu, donc on va lui donner la priorité. Merci Arlette Hydro, ASP fondatrice. J'ai une longue expérience donc, de la communication sur les soins palliatifs. Et entre autres, comme nous avons la chance peut-être d'avoir encore certains directeurs et présidents d'instances officielles et de tutelle de toutes les personnes qui sont là, je crois qu'au fil des années, depuis 2005, on a donné beaucoup de centaines de milliers d'euros pour promouvoir les soins palliatifs lors de la dernière loi, en 2016, une grosse enveloppe a été donnée à ce qu'on appelle maintenant le Centre national de soins palliatifs et de fin de vie. Or, d'abord, ce centre est dirigé par une personne qui est ouvertement pro-euthanasie, donc déjà, ça nous fait froid dans le dos, nous, les gens des soins palliatifs, et d'autre part, qu'attendent toutes ces tutelles pour vérifier là où va l'argent. Pourquoi ces gens, ces directeurs, ces présidents ne vont pas mettre leur nez sur ce qui se passe dans ce centre qui, normalement, est censé promouvoir les soins palliatifs et la loi aujourd'hui? Merci. Merci. Une demande d'intervention, madame? Oui, je voulais juste intervenir très brièvement pour dire, moi j'ai une hypothèse. Si on augmente la connaissance et donc la demande, aïe, comment on va faire puisqu'on n'a pas l'offre? Donc effectivement, il vaut beaucoup mieux donner de l'argent à des gens qui sont plutôt favorables à une alternative. Et la deuxième question, c'est effectivement quand on dit aux gens, ah mais vous avez le droit de choisir. Ah oui, il faut encore avoir les moyens de choisir. Parce que si effectivement il y a beaucoup de place pour des centres où on vous euthanasie rapidement et pas beaucoup de place pour des endroits où on peut vivre longtemps et décemment, ah ben vous allez choisir vite. Hein. Voilà. Merci, madame.
Est-ce qu'il y a une dernière intervention Je voudrais juste dire quelque chose sur le Centre national de soins palliatifs et de fin de vie, puisqu'effectivement, il est hébergé, il fait partie de la Fondation Croix-Saint-Simon. Ne croyez pas que le travail soit aussi facile pour ceux qui y travaillent justement avec Véronique Fournier, et qu'effectivement, c'est très compliqué et que les gens se battent justement pour défendre les soins palliatifs. Soyez-en assurés. Merci pour cette précision. Oui, je voudrais repartir sur la question de l'information. Tu as parlé par exemple de la bataille sur le sida, puisque ça, quand même, c'est à partir du sida quand même qu'on a obtenu le droit à l'information, la personne de confiance, etc. Il se trouve, tu dis il faut faire de l'information sur les soins palliatifs. Je pense qu'il faut faire de l'information sur le droit des malades. Le droit à l'information, c'est quelque chose qui est passé. Et les gens, ils le savent, qu'ils ont droit à leur dossier. Ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Le droit de choisir son traitement, ça, c'est pas passé du tout. Hein. Mais pas du tout. Le droit d'avoir le droit de faire une décision partagée, ça, c'est pas passé du tout. Et c'est ça qu'il faut avoir comme information. Si un malade se retrouve toujours en position, surtout à l'hôpital, bien plus que chez les généralistes, mais de subir, et de subir quelque chose qui est de la science et donc qui est irréfutable, eh bien, ce n'est pas à la fin que ça va changer. Il faut promouvoir le droit pour les patients de choisir le type de soins qu'ils veulent, la façon dont ils sont soignés, de pouvoir avoir à décider entre plusieurs options, etc., ce qui ne se fait absolument pas. Et Isabelle, est-ce que nous pouvons le faire? On essaye. On n'est pas beaucoup, hein, quand même. Mais oui, mais voilà, faisons-le. Effectivement, je pense que tu as raison, c'est la promotion des droits des personnes malades. Et je nous engage tous à défendre au quotidien et à faire connaître les droits des personnes malades et en fin de vie, puisque c'est la loi qui l'indique comme cela. Merci. Plus de questions? Une autre, pardon. Allez, une dernière. Bonjour, Daniel Lecomte, ancien médecin de soins palliatifs. Je voulais dire qu'une chose qui a été abordée uniquement à partir de la salle, c'est une option qui n'est pratiquement jamais accepté par les gens des soins palliatifs, de devenir représentants des usagers. Bon, je ne parle pas des professionnels en exercice, mais les bénévoles d'accompagnement, par exemple, de notre association qui a 250 bénévoles d'accompagnement, a réussi à convaincre moins d'une dizaine de nos bénévoles d'être également représentants des usagers. Et être représentant des usagers et bien connaître les droits des personnes malades, et plus particulièrement et plus spécifiquement, puisqu'on parle des soins palliatifs, les droits relatifs aux personnes gravement malades et en fin de vie, est une façon sûrement pertinente et qui pourrait être efficace de mieux faire connaître dans les établissements ces droits, d'en parler avec les professionnels et de faire remarquer à chaque fois qu'en CDU, une question concerne la fin de vie, qu'il y a des droits qui ne sont pas toujours respectés. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Merci à l'ensemble de nos intervenantes que nous pouvons effectivement applaudir.